Baladoche, le balado sciences humaines. Aujourd'hui, j'ai autour de la table deux étudiants talentueux. On a d'abord Philippe. Philippe, si tu veux te présenter un peu. Bonjour, moi je suis un étudiant en sciences humaines depuis 3 ans et aujourd'hui je vais vous parler des Jeux olympiques et de leur impact économique et social. Et Thomas. Bonjour, je me présente Thomas Varolin, étudiant en sciences humaines pour ma 2e année. Puis je vais vous présenter les enjeux liés à la Coupe du Monde, plus précisément la Coupe du Monde du Qatar 2022. Exactement. Donc, c'est un épisode qui va porter sur les méga événements sportifs. Est-ce qu'on a un titre pour cet épisode, messieurs? Oui, donnez-moi juste un instant. Les lacunes des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de la FIFA. Super. Ben alors, on va commencer en fait avec Philippe. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu les Jeux olympiques, en quoi ça consiste? Oui, les Jeux olympiques, c'est un événement qui se produit tous les 4 ans. Cet événement, il est soit avec des Jeux d'été ou des Jeux d'hiver. Et c'est un événement où est-ce qu'il y a environ que tous les meilleurs athlètes de la planète se présentent et vont compétitionner dans leur compétition sportive. C'est un événement sportif qui regroupe différents sports, autant d'été que d'hiver, dépendant de l'édition, et qui permet à tous de pouvoir regarder le plus haut niveau de sport partout sur la planète. Puis je voulais un peu tester vos connaissances sur les Jeux olympiques. Fait que je vais vous poser quelques petites questions, Miguel et Thomas, puis je vais vous demander que vous répondiez. Pour donner votre réponse, je vous demanderai de dire votre nom avant. Fait que vous dites votre prénom, puis je vais vous donner un peu en mode quiz débat entre vous deux. Parfait. Tout d'abord, qui a créé le CIO et qui est considéré le fondateur des Jeux olympiques? Miguel. Vas-y. Je dirais que c'est Pierre de Coubertin. Oui, bonne réponse. Yeah. J'en ai encore quelques-unes. Maintenant, quelles sont les 3 doctrines des Jeux olympiques? Thomas, je pense que je vais pas être capable de nommer les 3, mais c'est sûr que je pense que la paix y est. Je sais pas si c'en est un. Puis pour les 2 autres, je suis pas sûr. Non, ça n'en est pas un. Ah, j'ai un droit de réplique. Oui, Miguel? Est-ce que ce serait du genre plus haut, plus loin, plus fort? Ah, c'est une doctrine. C'est un bel essai, mais non. C'est plutôt que les jeux sont comme laïques, qu'ils sont en mouvement et qu'ils sont... J'en ai un dernier, mais je le trouve pas. Puis ils se trouvent dans une ville différente, mettons. Fait que ça va aussi un peu avec leur en mouvement, mais c'est toujours quelque chose que les jeux ont comme doctrine. OK. Puis j'avais aussi comme idée que l'important, c'est de participer. Est-ce que c'est Oui, vrai, ça est un peu aussi présent dans les doctrines. Super. Prochaine question. Par la suite, quelle est la chanson, mettons, populaire pour les Jeux olympiques? Thomas, j'aurais une idée, ça serait une chanson de John Lennon, peut-être Mhm. Imagine de John Lennon. Oui, effectivement, c'est bel et bien Imagine. Malheureusement, je n'ai pas les droits pour vous la faire jouer. J'aurais bien aimé vous faire entendre un extrait, mais j'ai pas les fonds monétaires pour payer la famille Lennon. Malheureusement. Prochaine question. C'est une question à choix de réponse. Fait que vous pouvez répondre tout de suite ou attendre que je vous donne les choix de réponse. À qui reviennent les profits des Jeux olympiques? A. Le CIO. B. La ville hôte. C. Le gouvernement hôte. Thomas, Vas-y. j'aurais tendance à dire la ville haute. Droit de réplique. Je vais aller pour le CIO. C'est une bonne réponse. On va en reparler un peu plus tard, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, le CIO reste un organisme à but non lucratif selon le gouvernement suisse. Et dernière question. Vrai ou faux? Le CIO est un organisme à but non lucratif. Thomas, Vas-y. merci pour la réponse, Philippe. Je dirais vrai. De rien. J'espérais vous aider un peu puis savoir si vous écoutiez. Donc, si je comprends bien, on n'a pas c'est pas un but lucratif, mais on fait de l'argent quand même. Exactement. On fait beaucoup, beaucoup d'argent. OK. Super. Maintenant, Philippe, tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ton sujet. Tout d'abord, le CIO, c'est... en fait, les Jeux olympiques, c'est un organisme qui est géré par le Comité international olympique, aussi connu sous le nom de CIO, et qui donne la ville hôte et choisit la ville hôte aux différentes éditions des Jeux. Chaque ville peut proposer sa candidature à chaque édition pour dire, moi, je veux recevoir les Jeux, et CIO va choisir parmi les différentes candidatures. Il va choisir la meilleure. Et après ça, à partir de ce moment-là, les villes doivent souvent faire une refonte structurelle
autant d'infrastructures, d'économies, de transport pour permettre d'accueillir les jeux, les événements, les personnes qui vont arriver et les athlètes avec le village olympique. Puis d'avoir des terrains sportifs à la pointe de la nouvelle technologie puis au point d'une nouvelle réglementation. Fait que ce que ça crée, c'est que ça crée que y a des grosses dépenses que le CIO ne vient pas tant couvrir. Le CIO, c'est surtout qu'il veut partager, mettons, son produit qui est les Jeux olympiques par la ville haute qui va faire les dépenses. C'est à peu près ça pour les Jeux olympiques. Puis par rapport justement à ces candidatures qui sont posées, quels sont les critères, disons, qui font souvent pencher la balance vers une ville plutôt qu'une autre? Ça va être souvent ce qui va décider, je dirais, à quel point il va se mettre de l'avant. Fait que nous, on veut construire 10 stades avec plus de 15 000 places pour accueillir les Jeux olympiques, pour pouvoir être le plus grand pays et bien pouvoir représenter les Jeux. Nous, on a, de notre côté, ça peut être mes infrastructures de descente en ski. Ils vont être sur le Mont Blanc. Puis, mettons, aux Jeux olympiques de Paris, on l'a remarqué, les terrains de beach volleyball, ils étaient juste en bas de la Tour Eiffel. Fait qu'à chaque fois que tu remonterais un panorama plus grand, t'avais la Tour Eiffel en arrière. Ça fait quand même très symbolique. En effet, c'est vendeur. De voir, puis c'est très vendeur. Tu sais, ça fait, ouais, je peux regarder la Tour Eiffel en regardant un sport. Puis j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui posent leur candidature pour être un pays hôte? Tu veux savoir plus récemment ou dans les... Plus récemment. Je sais qu'avant, c'était très populaire. Mettons, si on prend les Jeux olympiques de 2012 qu'il y a eu à Londres, il y avait 8 autres candidatures. Okay. Puis si on prend les Jeux olympiques qu'il va avoir dans les Alpes françaises en 2030, si c'est les Jeux olympiques d'hiver, puis c'était 2026 cette année. Fait qu'en 2030, il y a eu juste la candidature des Alpes françaises. Puis les raisons pour ça, c'est que ça devient beaucoup plus cher, de plus en plus cher d'accueillir les Jeux olympiques. Puis que la plupart des pays sont pas capables de couvrir les fonds pour les accueillir ou de récupérer des partenariats avec des entreprises privées pour être capable d'accueillir. Et souvent, il y a de la grosse grogne de la population. Fait que si la population est un peu en colère, un peu fâchée de devoir à être plus imposée, plus taxée pour récupérer les jeux, etc. Super, merci. Est-ce que tu peux maintenant, tu as fait aussi une entrevue là, dans le cadre de ce travail-là. Veux-tu nous parler un peu de ton entrevue puis de ce que cette entrevue-là t'a apporté? J'ai fait une entrevue avec Jean-Michel de Crolly, qui est un géographe belge. Il a beaucoup travaillé sur les Jeux olympiques, autant leur impact économique que social. Et j'ai passé une entrevue environ 35 minutes avec lui, où est-ce qu'il m'expliquait vraiment c'était quoi le CIO, c'était quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'était quoi. Fait que je vais vous laisser l'écouter un petit peu pour bien que vous compreniez. Le CIO, en gros, donc c'est sous l'apparence d'une organisation non gouvernementale, c'est parce que c'est bien ça, comme ça qu'elle est enregistrée dans le droit suisse. C'est on pourrait dire une firme multinationale puissante. Donc c'est ça qui est très paradoxal, l'apparence d'une association sympathique, mais qui est une multinationale puissante et qui gère une marque. Et cette marque, c'est les Jeux Olympiques. Et qui cherche à commercialiser au mieux sa marque. Et donc d'obtenir avec sa marque les revenus les plus importants. Et ces revenus, elle va les obtenir comment? Essentiellement par 2 canaux, les droits de télévision et le sponsoring. Très intéressant, en effet. Est-ce que tu veux maintenant nous parler un peu des impacts environnementaux qui sont liés aux Jeux olympiques? Il y a différents types d'impacts environnementaux liés avec les Jeux olympiques. Pour les Jeux d'hiver, l'impact environnemental est un peu plus local parce que le climat de la montagne est un climat assez fragile. Donc, lorsque on vient placer des grosses infrastructures de ski, des infrastructures sportives pour des descentes, ça vient détruire le climat qui est déjà très fragile. En plus, les réchauffements climatiques viennent détériorer le climat. Par exemple, aux derniers Jeux olympiques en Italie, il y a eu environ près de 4 milliards de litres d'eau qui ont été récupérés de la pluie pour les réutiliser pour faire de la neige artificielle. Fait que ça, c'est un impact qui a
parce que tu crées de la neige qui n'a pas à sa place, fait que tu détruis un peu la verdure qui devait être là. Pour les Jeux olympiques d'été, l'impact est beaucoup plus international. À cause que toutes les c'est plus de gens vont venir les voir, c'est de meilleures conditions, de meilleures températures. Donc, plus de personnes vont se déplacer. Puis souvent, ils vont se déplacer de pays extérieurs. On est encouragé un pays. Donc, en avion. Donc, les avions polluent énormément. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Fait que ça fait que les émissions en GES sont très grandes et beaucoup plus hautes pour les Jeux d'été. Mais les deux ont autant un impact sur l'environnement, que ce soit localement ou un peu plus internationalement. Oui, puis là, ça me semble être aussi un peu la pointe de l'iceberg, là, parce que là, si il faut aussi intégrer là-dedans par exemple, les produits dérivés, les déchets qui vont être produits aussi sur place, c'est assez considérable quand même. Si on veut donner quand même un pouce en l'air aux Jeux olympiques de Paris, ils ont quand même fait beaucoup d'infrastructures où est-ce que leur énergie était réutilisable. C'était de l'énergie qui venait, puis des manières de créer de l'énergie, de créer des fruits pour limiter leurs gaz à effet de serre. Fait que leur était énergie suffisante, mettons, autosuffisant en termes d'énergie. Fait qu'il y a des panneaux solaires, des éoliennes, puis c'était beaucoup sur Paris, puis ça se débrouillait comme ça. Ça marche. Puis est-ce que tu avais un autre extrait de ton entrevue? Oui, j'ai un extrait aussi de M. De Crolly qui va vous décrire un peu plus les impacts, surtout des jeux d'hiver et un peu des jeux d'été. Donc voilà, je dirais que local jeux d'hiver, global plutôt jeux d'été, local plutôt des questions de biodiversité, effectivement cycle de l'eau, et puis voilà de destruction d'espaces naturels. Global, c'est plutôt les émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'aurais une petite question. Excuse-moi, Miguel. Après cette entrevue-là, est-ce que les Jeux olympiques ont comme but de faire des jeux verts un peu, ou eux, ils misent surtout sur le tourisme, puis sur... même si c'est un organisme à but non lucratif, est-ce qu'ils veulent faire un peu plus le profit, puis délaisser l'environnement, ou c'est vraiment un enjeu qui est important pour eux? Je pense que le profit est le premier enjeu pour le CIO. Après ça, l'environnement, ils se disent qu'ils veulent faire des jeux sans gaz à effet de serre, mais ils prennent jamais en compte les déplacements par les avions des spectateurs, qui est probablement la manière que c'est le plus pollué. Donc, on semble constater, en effet, l'économie prime sur l'environnement. Est-ce que tu veux nous parler un peu, justement, de ce que ça représente sur le plan économique? Sur le plan économique, je vais prendre les Jeux de Rio en exemple, où est-ce que la ville haute a eu un déficit d'environ 6 milliards de dollars en reconstruisant des infrastructures, mais que le CIO a engendré un profit de 9 milliards. Et c'est probablement l'une des fois où est-ce que leur profit a été les plus bas. Si on regarde pour les Jeux de Paris un peu plus récemment, les premières estimations estiment un 12 milliards de dollars qui va être engendré en profit, où est-ce qu'un 3 reviendrait à la municipalité, ses environs et le gouvernement, et un 9 milliards au CIO aussi. Donc, c'est à voir, mais la majorité des revenus reviennent au CIO. Et c'est principalement dû aux ventes de produits, pas dérivés, mais de télé, aux ventes de droits de diffusion télévisuelle et aux ventes de publicitaires pendant les droits de télé. C'est ce qui engendre la majorité des profits parce que tu te fais voir énormément. C'est diffusé dans presque tous les pays de la planète. Puis tout le monde regarde les Jeux olympiques, ne serait-ce qu'un 5 minutes à peu près. Donc, tu es beaucoup plus cher. Pas autant que le Super Bowl aux États-Unis, mais quand même, ça engendre un bon prix. Puis, dans quoi est-ce que le CIO réinvestit tous ces profits-là? Ça dépend un peu. Le CIO réinvestit dans la promotion du sport et des bonnes habitudes de vie. Pour les villes hautes, souvent, les infrastructures, ils vont essayer de les garder et les avoir à plus long terme. Par exemple, pour les Jeux de Vancouver, ça a été une très belle réussite, ça. Les Jeux de Vancouver ont décidé de partir sur « Nous, on va construire des infrastructures qui vont servir notre population en premier, puis après, on va les adapter aux Jeux olympiques. » Donc, je vais vous faire écouter un petit extrait de reportage fait par Radio-Canada qui va expliquer un peu plus grandement ce que c'est. Au total, pour les Jeux de 2010, 7 installations sportives ont été construites, 5 autres ont été rénovées. Et à l'exception du site de saut à ski, un sport qui n'est pas très populaire au Canada, la plupart des infrastructures olympiques sont aujourd'hui
largement utilisé par les résidents de la grande région de Vancouver. Et ça, c'est ce qu'avaient planifié les organisateurs. Super. On va maintenant passer à Thomas. Thomas qui va nous parler de la Coupe du Monde. On va commencer sous la même forme. Thomas, tu as des questions pour nous, je crois. Oui, c'est exact. Je vais vous parler de la Coupe du Monde, du Qatar plus précisément, puis je vais fonctionner un peu comme Philippe. Donc, je vais vous poser 3 questions, puis vous pouvez dire votre nom, puis essayer d'y répondre. Donc, ma première question, c'est, selon vous, quelle Coupe du Monde a été la plus critiquée et pourquoi? Philippe, je veux dire celle au Qatar, juste avec les nombreux, la construction de nouveaux stades, puis l'air climatisé dans les stades, puis la mort de plusieurs personnes. Oui, c'est exact. C'est une très bonne réponse. Il y a eu plusieurs Coupes du Monde qui ont eu lieu, puis la prochaine se déroule ici au Canada. Mais celle qui a été le plus critiquée, c'est celle au Qatar. Puis comme tu l'as mentionné, c'est parce qu'il y a eu des gros enjeux humains et écologiques, puis les gens s'y sont opposés fortement. Fait qu'ensuite, quel est le bilan carbone de la Coupe du Monde de 2022? Miguel, je dirais comme réponse désastreux. Oui, c'est exact. C'est un bilan carbone qui est bien plus élevé que les Coupes du Monde précédentes. Si je peux mettre des chiffres là-dessus, d'habitude, c'est environ 2 millions de tonnes de carbone. Puis là, on parle de 3,6 millions de tonnes de carbone pour celle au Qatar. Donc, c'est pratiquement 2 fois plus. Puis ça, c'est lié au transport aérien, un peu comme dans les Jeux olympiques pour Philippe. Puis la construction de stades et d'infrastructures qui nécessitent beaucoup de combustibles fossiles. Oui, parce que je pense qu'il était question surtout là, de la température très élevée. Donc, c'est des stades réfrigérés, c'est ça qu'on... Oui, c'est réfrigéré. Il y avait des petits trous d'air qui allaient directement vers les pieds des joueurs, fait que tout autour du terrain. Puis ça a posé un enjeu, mais quand même, ça restait dans le stade. Puis l'air frais restait d'en bas, fait que c'est pas ce qui est pire. Mais pour les travailleurs qui ont travaillé dans ces conditions-là, c'est quand même assez important. Je vais vous parler plus après avec la question 3. Combien de temps ont duré les travaux pour accueillir la compétition? Philippe, je dirais environ 7 ans, parce ils savent environ 8 ans d'avance. Oui, mais c'est ça, c'est même plus que ça, c'est 10 ans. Puis c'est pour ça les travailleurs ont travaillé pendant 10 ans pour essayer de construire les stands puis les infrastructures qui allaient accueillir les fans puis les touristes. Donc tous les travailleurs étrangers qui venaient travailler pour la Coupe du Monde ont travaillé 6 jours par semaine dans des conditions épouvantables puis dans des températures extrêmes. Donc c'était pas réfrigéré quand ils travaillaient sur les infrastructures. Donc le bilan humain était désastreux lui aussi. C'est quand même assez étonnant. Là, on a vu les Jeux olympiques, les candidatures s'appuient beaucoup sur leurs infrastructures qu'elles ont à offrir. Là, dans le cas du Qatar, c'est comme si c'était surtout des promesses d'infrastructures, je comprends bien, là, c'est exact. Qui a permis d'aller chercher cet événement-là. Mais sinon, comment le Qatar a pu convaincre la FIFA, je pense qu'il attribue les Coupes du Monde, d'aller là? Ben ça, c'est le premier élément qui a fait polémique lors de la compétition. C'est un choix qui est purement politique. Ça s'est déroulé lors d'un repas à l'Élysée, en France. À ce repas-là, il y avait l'ancien président français Nicolas Sarkozy, puis le joueur de foot français Michel Platini. Puis ces deux hommes politiques, parce que Michel Platini a eu un impact politique. Il est président de l'organisation de foot. Puis à ce repas-là, il y avait l'émir du Qatar. Puis il a insisté fortement auprès de ces deux hommes politiques-là. Puis après avoir insisté fortement, les deux hommes ont levé leurs mains pour décider que le Qatar soit le pays hôte. Puis ils ont eu des promesses de l'émir du Qatar. Puis c'est un élément qui a fait polémique grandement. Est-ce qu'on connaît la facture de ce repas non, c'est bien arrosé? Bizarrement, on n'a pas les chiffres qui sont liés à ce repas, mais c'est... Puis sinon, donc, à partir du moment où on a appris que le Qatar allait recevoir cet événement, j'imagine que tout de suite, là, il y a des gens qui ont soulevé certains enjeux. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, les enjeux, les gens ont tout de suite levé leurs mains pour dire qu'on ne pouvait pas faire ça dans un pays où les droits humains, les droits des travailleurs sont autant peu respectés. On savait que le Qatar était un pays qui voulait
mettre de l'avant l'économie, puis peut-être un peu délaisser l'écologie. Puis l'écologie qui est un domaine assez important, de plus en plus important, tant mieux. Mais on savait qu'en choisissant le 14, il pouvait y avoir des problèmes liés à ça. Puis finalement, je présume qu'on a pu documenter, en effet, ces problèmes-là sont réellement arrivés. Oui, il y a des données qui sont sorties, puis d'autres qui ne sont pas sorties. Comme je vous ai mentionné plus tôt, les 3,6 millions de tonnes de carbone qui ont été libérées dans l'air, c'est un chiffre qui est complètement énorme. Mais pour ce qui est du bilan humain, par contre, il y a plein de données qui sont sorties, mais le 14 n'a pas comptabilisé. Il y a des données qui disent que c'est 3600 décès de travailleurs étrangers, donc des travailleurs venus de pays asiatiques surtout. Les cercueils étaient renvoyés dans les pays en disant que les travailleurs avaient eu des problèmes de santé, ils étaient arrivés avec des problèmes de santé, puis malheureusement, ils étaient décédés en travaillant, ce qui est faux. Donc, les chiffres qui sont sortis par différentes études sont pas certains, mais on estime à 3600 décès de travailleurs. J'avais une question pour toi. Est-ce que la FIFA va enquêter sur ça ou a enquêté? Parce que, mettons, ça reste des vies humaines. En ce moment, on le regarde juste comme des statistiques, mais dans une famille, c'est un père, un père, un frère, un oncle, un grand-père. C'est vrai que c'est très important, mais pour l'instant, la FIFA a décidé de ne pas enquêter sur ça. C'est surtout des entreprises privées qui ont décidé de mettre leur nez là-dedans, puis d'essayer de comprendre par eux-mêmes ce qui s'était réellement passé. Eh bien, quand même, c'est assez considérable comme bilan. Il faut dire que c'est tout un coup pour un événement sportif. Est-ce que, c'est ça, il y a une chanson, je pense qu'il y a des chansons thèmes lors de ces événements-là. Oui, c'est exact. Il y a toujours une chanson thème. À tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde. Donc, c'est pas une chanson qui est liée ou qui parle de la Coupe du Monde, mais c'est une chanson qu'on met pendant les pauses ou pendant les événements. Puis, pour faire une petite pause, je voudrais vous faire écouter la chanson thème du Qatar en 2022, qui est interprétée par Ozuna et Gims. Puis, la chanson porte comme titre « Arbo ». Let's go! Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como una ola que nadie puede parar. Tonight, da-da-dee-da-da-da. East to west, high and low. Up and down, I'll bet you. Excellente chanson. Est-ce que tu peux nous dire le titre Arbo, qu'est-ce que ça signifie? Oui, Arbo, c'est un terme arabe qui veut dire bienvenue. C'est issu du dialecte local. C'est un synonyme de marhaba. Ça exprime l'hospitalité. Ce mot-là a été popularisé mondialement comme titre de l'hymne officiel que je viens de vous faire écouter. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Maintenant, on en arrive à la partie un peu plus musclée du balado parce que il semblerait qu'on ne soit pas tout à fait d'accord et quand on n'est pas d'accord, eh bien, on va procéder à un débat. Donc, c'est une grande question, en effet. Est-ce que ces méga-événements valent la peine d'être tenus? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va commencer avec Thomas, d'après toi. Donc, pour ou contre ces grands événements? Moi, je suis pour les méga-événements. Puis, je vais commencer par dire que il y a un grand nombre de touristes qui vont aux méga-événements, puis ça apporte des grandes retombées économiques, mais surtout le développement du sport, puis on met de l'avant le sport, puis tout ce qui est en lien avec les retombées économiques liées au sport. Pour moi, je suis d'accord un peu avec toi que oui, il va y avoir des retombées économiques en lien avec le sport, mais d'un côté environnemental, on a des énormes destructions sur l'arrivée de ces personnes. Tu l'as mentionné, pour la Coupe du monde du 14, c'est 3,6 millions de tonnes qui ont été relâchées, de CO2 qui ont été relâchées dans l'atmosphère. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Puis, en fait, ces données-là ne devraient pas être aussi hautes. Est-ce que ça serait de
limiter le nombre de touristes. En même temps, tu fais, ben, c'est comme l'objectif, mais le but, c'est de propager le sport, oui, mais est-ce que ça serait de dire seulement les populations locales et des pays voisins peuvent assister? Il y a beaucoup de possibilités qui seraient, selon moi, atteignables, autre que de faire venir des touristes pour des retombées économiques. Je pense qu'il y a moyen d'avoir d'autres manières d'avoir de l'argent, peut-être de retirer un peu de l'argent des grandes entreprises comme le CIO ou la FIFA, qui doivent faire la majorité de leurs profits sur ces événements-là. C'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais comme tu me l'as mentionné tantôt, les Jeux olympiques décident quand même de porter une attention, même si elle est minime, à l'écologie. Puis pour la FIFA, c'est un des grands buts de la FIFA, c'est d'un jour rendre la compétition verte. Donc, un carbone neutre, comme on peut dire. Puis, même si c'est pas possible pour l'instant, ils souhaitent que dans l'avenir, ça aille de moins en moins, ça aille des moins gros retombées sur l'écologie. Puis, comme ça, on va pouvoir faire un compromis entre économie et écologie, ce qui pourrait être pas pire. Ça marche. Est-ce qu'on avait un extrait dont tu voulais nous parler aussi en lien avec ça, Philippe? En lien avec l'environnement, pas tant que ça, mais par contre, sur un autre sujet, il y a, selon moi, dans le débat, il n'y aura plus de villes démocratiques qui voudront accueillir les Jeux ou les Coupes du Monde. En ce moment, oui, ça accueille, mais on a une triade de pays pour la Coupe du Monde. Puis les prochains Jeux sont aux États-Unis ou à Paris. Puis les États-Unis nationaux ont plus l'air d'une dictature que d'un pays démocratique. Mais la raison pour ça est que les Jeux, les grands événements, chaque fois qu'ils vont dans une ville démocratique, il y a beaucoup de vergogne de la population locale, de haine, de voir ses taxes augmenter, ses prix augmenter. Je vais même vous faire entendre un extrait de M. de Crolly pour appuyer mon propos. Je dirais des villes de démocratie, parce que c'est quand même ça. Je pense que trouver des villes de pétromonarchie pétrolière ou de dictature qui veulent bien accepter des Jeux, ça on en trouvera. Mais des villes de démocratie, ça va devenir compliqué. Et on le voit bien, hein, le nombre de candidatures aux Jeux olympiques d'été et d'hiver ont chuté drastiquement ces dernières années, et qu'à peu près systématiquement, quand il y a un référendum qui est organisé en amont d'une candidature, le référendum conduit à dire non. La population dit non. Thomas, en entendant cet extrait, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec M. de Crolly, c'est certain. Mais ce que je voudrais répondre à ça, c'est que pour l'instant, les Jeux sont encore dans des pays démocratiques, comme vous avez mentionné plus tôt. La France, avec les Alpes françaises, la France, c'est un pays démocratique. Le Canada, pour la Coupe du monde. Les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est une démocratie. Puis, je trouve ça déjà mieux que la prochaine Coupe du monde ait lieu au Canada, aux États-Unis puis au Mexique, parce qu'avant, ça avait été au Qatar. Puis, c'était un choix qui était questionnable. Puis maintenant, ils ont déjà fait un pas de l'avant en mettant les 3 pays d'Amérique du Nord comme trois pays qui sont démocratiques. Puis, est-ce qu'on connaît déjà, en fait, le pays hôte de la prochaine Coupe du monde? Non, on connaît juste celle de 2026. Parfait. Je crois que ça va être annoncé cette année. Habituellement, ils l'annoncent soit l'année même. Lors de l'événement. Ouais. Très bien. Bon, bien, on arrive maintenant au terme de cet épisode. Messieurs, est-ce que vous pourriez nous dire, disons, quel serait le principal élément à retenir en lien avec vos événements? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent? Pour moi, ça serait de se rappeler des impacts environnementaux assez conséquents de 2 types de méga événements. Autant sur le point un peu plus international avec l'arrivée de touristes et de personnes qui viennent juste regarder les Jeux, ou même les athlètes, que sur le point plus local avec les transports qui viennent plus présents, plus embouteillés, et même les différents environnements qui sont détruits par les Jeux olympiques autant d'hiver. Même en été, ça peut les détruire un peu si on décontamine ou on met des bateaux dans des mers ou dans des lacs, ça peut contaminer les lieux également. Pour ce qui est de ma part, j'aimerais ça qu'on réfléchisse aux enjeux, mais pas qu'on délaisse le sport pour les enjeux qui sont liés. Je pense que ça serait plus important de travailler à régler ces
ces problèmes-là, puis de continuer de participer à ces méga événements, de faire croire notre jeunesse qu'ils vont y aller, de les pousser à faire du sport pour qu'ils veuillent un jour participer à ces événements-là au lieu d'arrêter, puis qu'on travaille sur tout ce qui est amélioré pour continuer de pouvoir organiser des événements de cette ampleur-là. Parfait. Maintenant, on est à l'heure des remerciements. Est-ce que vous auriez quelques remerciements à faire? J'aurais quelques remerciements à faire. Tout d'abord, merci Miguel pour d'avoir organisé, d'avoir host ce balado. Ça fut un plaisir de t'avoir. Merci. Merci également à M. De Crolly qui a participé à mon entrevue, qui m'a écouté et qui a discuté avec moi pendant environ une quarantaine de minutes. Et merci au département des communications du Cégep pour leur idée de projet, la diffusion de ces balados et pour le local dans lequel nous sommes qui permet d'enregistrer notre balado présentement. Je suis parfaitement d'accord avec Philippe. Je n'ai pas eu d'expert, mais je remercie Miguel et le Cégep de nous avoir permis d'explorer ce sujet. Merci à vous deux. Merci pour cet épisode fort intéressant, donc sur les méga événements. Merci aussi aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'il y aura d'autres épisodes du Baladoche que vous pouvez écouter. On se retrouve la prochaine fois.